Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler des deux matchs qui ont eu en Angleterre aujourd'hui. Chelsea-Tottenham et Manchester United-Newcastle. Chelsea qui perd encore 2-0 face à Tottenham un derby et Manchester qui remporte la Carabao Cup face à Newcastle 2-0. Déjà, on va commencer par le match Manchester United-Newcastle. Je pense que c'est le match le plus facile à analyser déjà de base parce que le match Chelsea-Tottenham, il y a énormément de choses à dire. Donc, on commence directement par le match de Manchester United. Déjà de base, moi j'ai une chose à dire. On trouve un jeu cohérent. Manchester United reste sur sa lancée. Ils gagnent les matchs, ils enchaînent les victoires. Ils sont solides. On peut voir que Eric Ten Hag a mis sa patte sur l'équipe et on retrouve un jeu cohérent. Déjà, on peut voir qu'il y a énormément de corrections qui ont été portées dans les différents systèmes déployés par Manchester United dans les années précédentes. Avec déjà le secteur défensif, DGA qui se remet au niveau, mais comme je l'ai dit hier, et comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, pour être un bon gardien, il faut avoir une bonne défense. Donc, déjà, le secteur défensif de Manchester United, on peut dire ce qu'on veut, c'est un secteur qui a vraiment évolué et qui a changé. Parce que je sais qu'en début de saison, Aaron Bissaka ne jouait pas vraiment beaucoup, Luke Shaw ne jouait pas vraiment beaucoup, Maguire était complètement exilé sur le banc, et c'est ce qui s'est passé encore, mais jusqu'à présent. Et il y avait, c'est-à-dire que sur les quatre défenseurs habituels, il y en a trois qui ont sauté. Il y en a trois sur quatre qui ont sauté. Donc déjà, il a complètement changé le système défensif de Manchester United en amenant Tyrell Malacia, en faisant plus jouer Diogo Dalot, en intégrant Lisandro Martinez, qui apporte cette stabilité-là et ce nouveau visage à Manchester United. Car déjà, toute équipe de football qui se respecte se doit d'avoir une défense solide. Donc là, on peut dire que là, ça a changé. Et même là, avec les blessures, etc., la rotation, Luke Shaw qui retrouve du temps de jeu, Aaron Bissaka qui retrouve du temps de jeu. Et ce que j'aime avec l'équipe de Erik Ten Hag, c'est les phases. C'est-à-dire que si il a besoin de support défensif, il ne va pas, comme certains entraîneurs, forcer à garder un joueur titulaire. Il va savoir s'adapter et faire les changements adéquats. Et ça, c'est une bonne chose. Par exemple, en début de match, avant le premier but, Newcastle mettait un petit peu la pression à Manchester United. Alan Saint-Maximin, il s'est un petit peu amusé avec Diogo Dalot. On va pas se mentir. Car Diogo Dalot, c'est un défenseur latéral qui est vraiment connu pour ses qualités offensives, non pas défensives. Donc, face à un dribbleur comme Saint-Maximin, il a eu beaucoup de mal. Donc, on a pu voir qu'à la mi-temps, il a changé Diogo Dalot et il a fait rentrer Aaron Bissaka, ce qui a apporté plus d'intensité au niveau de la défense sur le côté droit. Et Saint-Maximin a eu beaucoup moins d'espace à exploiter en deuxième période. Et comme je vous dis, Eric Ten Hag, il a la main mise sur son équipe. Il connaît son collectif, il connaît son effectif, pardon, et il peut s'ajuster en cours de match. Il n'a pas de restrictions. Les joueurs adhèrent au système, adhèrent à la philosophie de l'entraîneur, et on peut voir que c'est harmonieux, que tout s'emboîte et que Manchester United retrouve les couleurs qui lui sont dues, littéralement. Car pour moi, Manchester United ne peut pas être une équipe qui joue milieu de tableau, même si c'est première partie de tableau, milieu de tableau, non. Manchester United, c'est une écurie européenne qui se doit de jouer l'Europe et qui se doit d'avoir des ambitions de champion. Et là, ils ont remporté leur premier titre de la saison. Ça va leur faire du bien au moral. Ils étaient déjà sur une bonne lancée. Ils viennent d'éliminer le Barça en Ligue Europa. Ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale et ils viennent de remporter le premier titre de la saison. Donc pour eux, la saison s'annonce florissante. On va pas se mentir. En deuxième partie du match, j'aimerais juste souligner la performance de Casemiro. Les gens qui doutaient que Casemiro allait à Manchester United pour l'argent, je pense qu'avec tout l'engagement et le dévouement qu'il met, dans l'intensité qu'il met dans son jeu au niveau du milieu de terrain de Manchester United, je pense qu'on est tous d'accord. Casemiro, c'est le style de joueur qui est en voie de disparition. C'est-à-dire les joueurs eux, ils pensent déjà avant tout au projet sportif. Certes, ils ont une image, mais Casemiro, c'est le style de joueur qui, je peux dire, qui fait, comment je pourrais amener le sujet. Mais vraiment, c'est un style de joueur, c'est le joueur, par exemple, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont connu cette époque où Shevchenko quitte le Grand Milan AC et va à Chelsea.
Quand Cristiano Ronaldo quitte Manchester United, qui est la meilleure équipe au monde, et va au Real Madrid pour un projet sportif en reconstruction. C'est exactement ce que Casemiro fait. C'est parce que maintenant, actuellement, nous sommes dans une époque où le football a ce côté individualiste, où le joueur pense plus d'abord à sa carrière et à son point de vue personnel que le point de vue collectif, que tout ce qu'il peut apporter. Casemiro a tout gagné avec le Real Madrid. Varane, ils ont tout gagné avec le Real Madrid. Ils ont encore énormément d'années de carrière devant eux et ils ont pas juste accepté de rester, ils ont pas juste accepté de rester au Real Madrid dans leur zone de confort. Ils ont accepté de sortir, d'aller dans un projet sportif en reconstruction et on peut dire que ce qu'on veut, Casemiro, il n'est pas là pour l'argent, il est venu, il donne tout ce qu'il a sur le terrain comme tout joueur qui se respecte. Et aujourd'hui, sa tête bien placée au deuxième poteau, la rage de vaincre, c'est Casemiro. C'est un champion. Il amène cet esprit au milieu de terrain, cette combativité, cette intensité, cette stabilité surtout. Donc franchement, on peut dire une chose. Bravo à Casemiro pour son but. Maintenant, là, encore une fois, un but du céréal buteur de cette saison de Manchester United, Marcus Rashford, qui inscrit un but sur une délicieuse passe de Weghorst entre les deux défenseurs centraux. On peut dire ce qu'on veut. Weghorst, c'est peut-être pas l'attaquant qui marque beaucoup, mais c'est l'attaquant qui joue pour l'équipe. Et c'est ce que je vous dis. C'est une équipe où tout s'emboîte, tout va ensemble et on sent que le collectif vit bien. Qu'il n'y a pas de je joue pour moi, tu joues. Même si il y a quelques actions, surtout à la fin du match où Bruno, je suis désolé, Bruno, on peut t'adorer comme joueur, même si moi, Bruno, c'est un joueur que j'aime bien, mais il a ce petit côté où il pense lui-même à soi-même, que j'aime pas. Par exemple, je vais vous montrer l'image. Sancho est complètement libre au deuxième poteau. Bruno a tout le temps de lui laisser la balle. Il va dribbler, je ne sais pas pourquoi. Et Karius, qui lui fait pas un mauvais match, sort, ferme l'angle et Bruno n'arrive même pas à cadrer. Il est fatigué. Tu as joué tout un match, tu es à bout, à bout de souffle, tu arrives en bout de course, il y a Jadon Sancho qui est à côté, glisse sur la balle. Mais lui, il pense à soi, il veut ses stats, il veut ses buts et il oublie son partenaire. Et ça, c'est pas bon. Parce que mettons que c'était le match soit serré, tu rates ça et ensuite tu encaisses, ça peut arriver. Voilà, il faut juste penser au collectif. Bruno Fernandes, c'est un bon joueur. Mais il faut juste qu'il arrête de vouloir marquer. Tu vas marquer, ne t'inquiète pas. Ça va arriver. Mais parfois, pense au collectif. Pour un meneur de jeu, parfois, il a tendance je sais que l'équipe, je sais que tu as déjà gagné le match. Mais voilà, il y a ton partenaire qui est à côté. Un but en plus. En plus, c'est Jadon Sancho. Ça va lui faire du bien au moral. Mais bon, on va pas lui en vouloir pour ça. Il a fait un bon match. Mais moi, quand je voulais j'étais sur Marcus Rashford, pardon. Rashford, le jeu, les permutations entre Rashford et Weghorst, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que Erik Ten Hag a pu trouver en si peu de temps. Weghorst, c'est vraiment le type d'attaquant qui joue pour le collectif. Et lui, pour un attaquant qui n'est pas très rapide, qui joue vraiment, qui est très grand, qui est assez lourd dans ses courses, on peut le voir, on peut le voir sur la course. Il n'arrive pas à prendre trop de vitesse. Il est lourd sur ses premiers appuis, mais il a cette capacité-là d'amener avec lui au minimum de défenseurs avec lui. Et ça libère des espaces. Et quand ça libère autant d'espace, qui en profite? Marcus Rashford. La balle est superbement bien donnée. Il arrive à ajuster Karius et le deuxième but. Et ensuite, sa célébration qui dit que tout est dans la tête. Et franchement, très beau match de Manchester United. Newcastle qui joue pas mal, mais je pense que Newcastle a fait une erreur, c'est ne pas commencer le match avec Isaac. Oui, j'ai pas de problème avec Wilson. Mais Isaac, en attaque, surtout pour une finale, aligne ta meilleure attaque. Je sais qu'Isaac est blessé, etc., qu'il revient de blessure, etc., mais c'est une finale. Si tu la joues, joue-la de la première minute à la dernière seconde. Parce que tu ne peux pas te permettre de te dire, ok, je vais le faire entrer. C'est ton meilleur attaquant, c'est l'un de tes meilleurs joueurs. Tu commences avec. Si tu lui demandes, ou bien tu fais un système pour pouvoir le mettre je vais pas dire sur un fauteuil, dans un confort, mais on va dire, essaie de le mettre dans les bonnes conditions. Si tu veux, mets-le en point d'appui, en pivot, et mets Wilson pour pivoter autour de lui, fais un milieu de terrain à 4, etc. Mais bon, comme je vous dis,
un bon match de Newcastle qui, dans l'ensemble, mais Manchester United est juste trop fort. Et ils continuent sur la lancée. Premier titre de la saison. J'espère qu'ils remporteront au moins un deuxième pour la saison. Pour la saison. Pour tout le bon travail d'Eric Ten Hag, on peut juste le saluer et lui dire, franchement, bravo boss. Franchement, on vous souhaite tout le meilleur pour le futur. Maintenant, passons à la catastrophe du jour, Chelsea-Tottenham. Est-ce qu'on peut dire catastrophe? On ne va pas catégoriser ce match de catastrophe car Tottenham a mis l'intensité qu'il faut pour un derby. Maintenant, Chelsea, eux, ils n'arrivent pas à répondre. Et ça, ce n'est pas de la faute de Tottenham, c'est de la faute de Chelsea. Quand Chelsea, on ne va même pas dire que c'est un problème de joueurs. Chelsea, si c'est pour des joueurs, ils en ont. C'est un problème de structure. Le problème n'est pas sur le banc, le problème n'est pas sur le terrain, le problème est ailleurs. Je suis désolé, quand on prend ok, on va faire une brève analyse de Chelsea. Quand Tottenham, en gros, il joue un football avec énormément d'intensité. Juste, il y a une chose que j'aimerais souligner par rapport à Tottenham, c'est le fait que Son est sur le banc. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question pourquoi Son est sur le banc. Moi, je vous dis, ok, pour certains matchs, c'est vrai, effectivement, par exemple, quand on regarde le match de l'ensemble, on se dit, ok, peut-être Son aurait dû être titulaire. Son est titulaire en général. Le problème, c'est que avec Son a un défaut, c'est qu'il n'est pas très physique. À la différence de Richarlison qui apporte ce côté physique et qui défend beaucoup. Son, il ne défend pas trop. Il est agile, il peut accélérer, il peut déséquilibrer. Richarlison peut le faire aussi. Pas aussi bien que Son, mais il peut le faire. Maintenant, Richarlison a ce côté physique. Et ce côté physique où il va te rentrer dedans que Son n'a pas. Et en Angleterre, on le sait, même si Son a fait de belles saisons, en Angleterre, on le sait, il faut avoir le physique. Maintenant, Richarlison apporte ce côté-là que Tottenham recherche et il permet de libérer Harry Kane et ça marche parfaitement. Kulusevski, il apporte l'intensité sur le côté aussi, sur le côté droit. Et voilà, donc pour moi, je pense que c'est un bon match de Tottenham. Ils ont mis l'intensité qu'il fallait mettre pour un derby. La défense est solide. Ben Davies joue un super match sur le côté gauche. Emerson Royal fait un bon match aussi sur le côté droit. Même s'il y a eu, voilà, entre lui et Ziyech. Mais c'est pas grave. On va passer outre. Maintenant, quand on regarde le contenu de Tottenham, on peut dire que c'est cohérent et c'est normal. Et bravo à Tottenham pour la victoire. Maintenant, on va se diriger vers les vaincus. Chelsea. Chelsea, comme je vous dis, moi, je rassemble toutes les informations pour vous faire la vidéo sur Chelsea. Mais Chelsea, le problème n'est pas sur le terrain, comme je vous dis. Le problème est dans la structure. Quand tu renvoies Thomas Tuchel, qui est un entraîneur européen ayant les capacités de mener une équipe de Chelsea que personne ne prenait favori en finale et de remporter une finale de Ligue des Champions face à Manchester City, quand tu prends un entraîneur qui fait 2 finales de Ligue des Champions d'affilée et que tu le remplaces par un entraîneur qui n'a aucune expérience européenne et que tu t'attends à de la magie, parce que son nom peut-être c'est Potter, ceux qui ont la référence vont comprendre, je suis désolé, il ne peut pas faire de magie. Tu renvoies Thomas Tuchel parce qu'il ne veut pas que tu recrutes n'importe quel joueur. L'entraîneur est celui qui utilise les joueurs. S'il n'a pas la même mise sur le recrutement, comment il va faire pour adapter son système? Potter a trop de joueurs. Il tâtonne. Il fait du tâtonnement en permanence. Il n'y a pas un 11 type de départ. Moi, je dis une chose. Un attaquant aussi versatile et aussi multitâche que Aubameyang ne peut pas ne pas être sur la liste de la Ligue des Champions. Et ensuite, aujourd'hui, face à Tottenham, il te faut ce côté multitâche, un joueur qui peut dézoner. Aubameyang, tu peux pas le jouer en pointe à cause de Joao Félix qui est là. Mets-le sur le côté. Mets-le sur le côté. Il va t'apporter ce qu'il te faut. S'il le faut, pas Sterling de l'autre côté. Sterling peut jouer sur les deux côtés. Aubameyang peut jouer sur le côté gauche. Il peut rentrer. Il a un super pied droit. Il sait enrouler. Pourquoi ne pas l'utiliser dans d'autres formats? Joao Félix qui lui n'arrive pas vraiment à rentrer dans le rythme de la première ligue, c'est compliqué, c'est pas le championnat espagnol, c'est un championnat très compliqué, c'est un championnat qui demande énormément d'intensité, énormément de capacité physique aussi. Donc si tu n'es pas solide, tu vas pas pouvoir tenir. Les défenseurs, c'est pas les défenseurs de la Liga, ils vont pas te passer là, ils vont pas te caresser, ils vont te rentrer dedans avec toute leur force. Donc toi-même, si tu n'es pas physiquement prêt,
ben tu vas nulle part. Un milieu de terrain complètement perdu, ils peuvent rien faire. Ziyech il fait ce qu'il peut pour déposer quelques centres, mais qui est là pour recevoir les centres? Aubameyang est sur le banc, je sais même pas qu'est-ce qu'il fait sur le banc. Moudric, bon, anyway. En fait, comme je vous dis, ok, c'est bien, tu construis une équipe sur les 10 prochaines années, mais il y a un championnat actuellement là. Tu joues actuellement. C'est pas que tu es en pause et tu attends les prochaines années. Tu es en train de jouer. Ok? Donc, il faut avoir une cohérence dans ton jeu. Quand tu fais autant de recrutement, l'entraîneur ne peut rien faire. Parce que lui, là, je pense que Graham Potter, on l'a mis parce que lui, il ne va pas dire non. Il ne va pas dire non. Déjà, Chelsea, c'est une étape en plus dans sa carrière. Donc là, toute l'image que Graham Potter avait à Brighton, c'est plus la même image. Là, il apparaît comme un entraîneur incompétent. Et Dieu seul sait que c'est un entraîneur qui est très bon tactiquement. Et regardez ce qu'il a fait avec Brighton. Il a pu, parce qu'avec Brighton, c'est pas la même pression. Il joue pas l'Europe. Il peut construire son équipe. Il a lancé Lamptey. Il utilise Jesse Marshall à la perfection avec Mitoma, etc. Il a construit son équipe comme il le voulait. On le prend. Il est complètement dépaysé. Il va directement en Ligue des Champions et il va jouer contre le Milan AC, Dynamo Zagreb, etc. Il enchaîne, il doit rester au haut de tableau, etc. Ligue des Champions, nanana. On lui donne des joueurs en masse, en masse, en masse, mais il ne peut rien faire. Il peut rien faire. Le problème, c'est le recrutement. Il y a trop de joueurs à Chelsea. Ziyech aurait dû partir au PSG. Faute de ressources humaines, il n'est pas parti. C'est illogique. C'est illogique. Tellement il y a des transferts qui a des ressources humaines, ils ont même pas de jour. Ils ont. Le transfert de Ziyech, allez lire l'article. Je vais vous mettre le lien en description. Pourquoi le transfert de Ziyech a échoué au PSG? C'est comique. C'est comique. Mais c'est triste en même temps. Parce que franchement, le joueur était prêt à partir. Et on envoie les mauvais contrats, les mauvais ceci, les mauvais cela. Ça n'a aucun sens. Ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a ni queue ni tête. Qu'on envoie les mauvaises choses, mauvaises dates, pas mauvais papiers. C'est quoi ça? C'est pas une équipe ça c'est pas une équipe qui joue. C'est pas un cadeau européen. Je suis désolé. Tu ne fonctionnes pas comme ça. Et puis Monsieur Todd Bailey, je ne connais pas votre nom. This is not NFL. This is not fantasy football. C'est pas football fantasy. Vous vous recrutez pas comme ça. Il faut avoir une cohérence. Et là, c'est incohérent le projet en fait. La vidéo sur Chelsea doit sortir parce que là, je peux pas, la vidéo est trop longue. Désolé, mais Chelsea, comme je vous dis, le problème, c'est pas l'entraîneur, c'est pas les joueurs, c'est la structure en général. Le problème est plus haut que sur le terrain. Sur ce, prenez soin de vous, likez, partagez, commentez, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.